Et c'est parti. Donc, officiellement, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom est Annie Brissette. Je suis directrice des opérations pour Agile Montréal. Donc, si vous avez l'habitude de venir à nos événements, puis qui sont en mode virtuel depuis quelques temps, vous m'avez sûrement déjà vu. Puis sinon, pour les autres, bien, enchantée, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Donc, comme je disais, ce soir, on brise la glace avec notre premier événement de l'année, notre première conférence avec Franck Martin qui est avec nous ici. Puis avant de commencer, en fait, peut-être juste un bref mot sur Agile Montréal. Donc, Agile Montréal, c'est vraiment une communauté qui veut rassembler là, tous les gens qui travaillent de près ou de loin, je dirais, dans le milieu de l'agilité. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas beaucoup, je vous invite vraiment à aller sur notre site web pour découvrir toute notre programmation d'événements. On a vraiment plusieurs événements. La plupart sont gratuits à chaque mois. Notre gros événement qui s'en vient, je dirais, c'est un événement qui s'appelle Spark the Change, qui va avoir lieu au mois d'avril. Donc, bientôt aussi, les informations par rapport à cet événement-là vont être partagées sur le site web. Sinon, s'il y en a parmi vous aussi qui sont intéressés à proposer des sujets de conférences et d'ateliers, ben nous, c'est comme ça qu'on fonctionne à Agile Montréal. Tous les événements que vous voyez à tous les mois, c'est toujours des thèmes, des sujets, des conférences, des ateliers qui sont proposés par les membres de la communauté. Donc, si vous, il y a un sujet qui vous allume en particulier, ben, je vous invite à nous proposer des sujets de conférences. Ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous, puis éventuellement de vous inclure dans la programmation de nos événements mensuels. Et sinon, dernière petite annonce, s'il y en a parmi vous que ça peut intéresser, on a un programme de mentorat aussi chez Agile Montréal qui a lieu de 1 à 2 fois par année. Ça dépend du nombre d'inscriptions et tout. Et puis, on a notre prochaine soirée, en fait, pour le programme de mentorat a lieu le 9 février prochain. Donc, si vous êtes un professionnel qui a le goût de partager ses connaissances puis vraiment d'aider, vous pouvez appliquer en tant que mentor. Puis, si vous êtes plutôt à la recherche d'un coup de main peut-être à évoluer dans votre pratique, vous pouvez appliquer en tant que mentoré au programme de mentorat. Ça se fait en mode speed dating, donc c'est une soirée virtuelle qui va avoir lieu le 9 février, où est-ce qu'on s'arrange vraiment pour que tous les gens interagissent ensemble pour essayer de trouver des matchs parfaits entre des mentors et des mentorés, et c'est gratuit. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller sur notre site web. Dans la section événements, vous allez voir, ça s'appelle la soirée Mentor Agile et ça a lieu le 9 février. Donc, ben, sans plus tarder, je passerai la parole à notre conférencier de la soirée, Franck Martin. Donc, Franck, je te laisse y aller. Alors, bonjour à tous et merci d'être présent finalement après, j'imagine, une grosse journée de travail. Je vais partager mon écran tout de suite. J'ai un support derrière. Est-ce que vous avez la vue de la présentation? Oui, parfait. C'est bon? Parfait. Super. Bon, en tout cas, je voulais commencer pour discuter avec Annie juste avant que vous arriviez. Je remercie Agile Montréal par rapport à cette organisation. D'ailleurs, j'avais eu des premiers contacts pour Agile Tour Montréal. Ça n'avait pas pu se faire de mon côté. Donc, c'est au moins l'opportunité d'échanger avec vous un sujet que je suis depuis un certain temps. C'est sûr que ce qu'on disait aussi, c'est que on aurait préféré, d'ailleurs, il y avait un peu un questionnement quand on s'est rencontrés en novembre pour savoir comment, il y avait eu la question, est-ce que tu préfères en préférentiel, enfin en présence ou en virtuel? On s'était posé la question, finalement on a bien fait de dire virtuel parce que c'est pas fini, hein. Et puis en plus avec le couvre-feu, je pense qu'on n'aurait absolument pas pu le faire sur place. Donc voilà, donc on a fait la bonne décision. Et puis du coup, le sujet que je voudrais aborder avec vous, et puis si on peut le faire de manière interactive, c'est de pouvoir vous parler en fait d'un sujet encore une fois que je suis depuis un certain temps et qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui qu'on se retrouve dans des situations où on doit on doit évidemment s'adapter par rapport à quelque chose qui se passe autour de nous, et puis être capable en plus de devoir travailler avec des équipes qui sont délocalisées, qui nécessitent d'autant plus un mode de communication, un mode de management qui est plus complexe quand on le fait sous la virtualité. Le sujet spécifiquement que je voudrais voir avec vous, c'est
autour de justement l'accompagnement de la transformation agile des entreprises, et puis je vais revenir à ce que j'entends là-dessus finalement, et d'expliquer pourquoi finalement on a des difficultés à la mettre en place dans les entreprises, et alors qu'on a beaucoup plus de maturité en 2021 qu'on a pu l'avoir 10 ans ou 20 ans en arrière. Pour me présenter rapidement, moi donc je suis consultant Levio. Je travaille, donc c'est une entreprise de consultation québécoise qui justement accompagne les entreprises dans leur transformation agile, qui accompagne aussi les entreprises dans leur livraison dans un mode agile à l'échelle. Et j'ai vu que dans l'assistance, il y a quelques personnes. Moi, j'interviens en ce moment comme coach agile chez Hydro-Québec, justement pour la transformation agile d'un groupe. En fait, je souhaite vous partager la démarche que j'ai depuis, qui est affinée en évolution permanente, on va dire, et par rapport au retour d'expérience que je peux avoir. Je souhaite de partager avec vous une démarche sur l'agilité, qui est en même temps le fruit d'une mixture composée d'un zeste de réflexion, d'un iota de lecture, d'une pincée de bon sens, un brin d'intuition, une once de plaisir, mais surtout une grosse dose de pratique et d'expérimentation de terrain, sur lequel, en fait, qui se repose sur plusieurs expériences, sur plusieurs panels d'environnement que j'ai pu rencontrer, du sport à l'énergie, en passant par des banques de financement, des pharmaceutiques, des assurances, des médias, des jeux vidéo, des ministères, des spécialistes du e-commerce, des constructeurs automobiles, etc. Et donc, cette situation, ce que je souhaiterais vous présenter comme démarche, c'est quelque chose qui, pour moi, correspond à tous ces types d'organisations, qui peut être privé ou bien public, qui peut être des jeunes pousses ou des multinationales, qui peut être à but lucratif ou non. C'est vraiment quelque chose, pour moi, qui correspond à une généralité. Alors, comme on discutait avec Annie précédemment, je le redis encore aujourd'hui, n'hésitez pas, moi j'ai adapté je peux parler pendant 1 heure, je ne sais pas si ça vous a intéressé, j'espère que ça va vous intéresser, mais je pense que l'idée c'est que n'hésitez pas à m'arrêter, d'autant plus que je suis mal tombé aujourd'hui, c'est que je sors d'une formation d'une journée que j'ai donnée auprès d'Hydro-Québec justement pour des gestionnaires autour d'agilité à l'échelle. Donc j'ai passé ma journée à parler, donc je continue là-dessus, donc n'hésitez pas à m'arrêter, ça me fera bien plaisir là-dessus. D'ailleurs, si vous sentez que je patauge un peu dans mon articulation des mots ou des phrases que je peux avoir, sachez qu'il y a peut-être une fatigue qui s'installe. Mais rassurez-vous, tout va bien pour l'instant. Et puis, donc le déroulement un peu de ce que je voudrais vous présenter, c'est donc le comment faire. C'est là où je vais parler plus d'une démarche, et dans l'assistance, j'ai vu 2-3 personnes, Pierre, notamment Nathalie, avec qui je travaille d'Hydro-Québec, qui voit la démarche, puisqu'on la pratique aujourd'hui chez Hydro-Québec, mais je l'ai pratiquée avant sur d'autres entreprises. Mais avant d'arriver à cette démarche-là, je voulais quand même revenir sur pourquoi être agile, parce que c'est encore des questionnements que je peux encore avoir aujourd'hui en 2021, en toute honnêteté, et pourquoi c'est difficile, pourquoi on n'y arrive pas alors qu'on a beaucoup plus de maturité à ce niveau-là. Donc, pourquoi être agile, ça c'est, j'ai encore... souvent, c'est encore beaucoup de personnes qui pensent que c'est un mot à la mode qui va de toute façon passer au bout d'un moment, et qu'il faut juste attendre que ça passe. Malheureusement, non. Il a échappé à personne aujourd'hui, et c'est encore plus vrai actuellement avec ce qui nous arrive en termes de pandémie, mais que le monde autour de nous se transforme et on vit une véritable révolution. Donc, pour expliquer ces révolutions, pourquoi on a des révolutions, il y a un point de l'économiste américain Jeremy Rifkin qui indique qu'il y a 3 facteurs importants qui arrivent quand on a une révolution de type mondial. C'est cette association de communication, d'énergie, de transport en même temps qui crée cette transformation d'un niveau mondial. Donc, par exemple, si on prend je ne vais pas rentrer dans les nombres de révolutions parce qu'il y a des débats là-dessus, mais si on prend la révolution industrielle au début du 19e siècle en Europe, en Angleterre, on avait le télégraphe
électrique, on avait le charbon en termes d'énergie, et on avait le train qui est arrivé. C'est sûr que ça a pu être mis en avant par rapport à un certain nombre d'innovations, d'inventions qui ont été créées à ce moment-là, notamment l'électricité et puis la machine à vapeur. Et ça a pu mettre en exergue ce genre de choses, mais c'est cette association de trois phénomènes qui ont fait qu'on est rentré dans une révolution industrielle. Alors, ça a quand même pris du temps, hein, ça c'est pas fait en une année. Et ça a marqué d'ailleurs le début de quelque chose qu'on connaît bien, d'un régime social et économique. Ça a créé les bases d'un régime social et économique qui est le capitalisme d'aujourd'hui. Si on avance un peu dans le temps, on a au début du XXe siècle aux États-Unis, ça a été le téléphone, le pétrole et puis la voiture. Ça a créé un autre type de révolution. Aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a une multitude de moyens de communication instantanés à travers le mobile, Internet, les réseaux sociaux, enfin un paquet de choses. On a une multitude de sources énergétiques qui tendent on l'espère en tout cas, à remplacer celles qui sont des énergies fossiles. Donc une énergie renouvelable hydraulique, donc Hydro-Québec par exemple est très fort à ce niveau-là, mais éolienne, géothermique, biomasse, solaire, hydrogène, on le voit de plus en plus arriver. Et de multiples moyens de transport, avec l'arrivée possible et future de voitures d'auto autonomes. Et puis, demain, on va pouvoir se faire livrer par des drones ou des choses comme ça. Je ne rentre pas dans le débat, est-ce que c'est bien, pas bien, ça c'est un problème. Mais on a cette multitude aujourd'hui de situations qui fait qu'on rentre aussi on est dans cette révolution-là. Donc, vous voyez, je ne parle pas de la pandémie, ce discours-là, je pouvais l'avoir bien avant la pandémie. Il y a d'autres types de facteurs qui créent aussi des révolutions. Ce qui est différent un petit peu de ce qu'on a pu vivre en termes que l'humanité a pu vivre en termes de révolution, c'est que elle est très technologique, cette révolution. Et puis, ce qui fait qu'on a une quantité d'inventions et d'innovations qui ne cesse de s'accélérer de plus en plus rapide. On arrive même à un point où on rentre dans une situation où on avait pu imaginer cela que dans nos films de science-fiction. On se retrouve dans des situations incroyables. Nos téléphones aujourd'hui mobiles sont beaucoup plus puissants que les ordinateurs qui ont pu participer à l'envoi d'humains sur la Lune en 69. L'arrivée de l'ordinateur, par exemple, c'est en termes commercial, c'est dans les débuts des années 80, à tel point que le Times l'a mis comme phénomène de l'année 1982. Aujourd'hui, on est en train de parler d'ordinateurs quantiques avec du qubit, avec de l'intrication, de la superposition. Enfin bref, on est déjà dans ce monde de science-fiction. Donc, ce qui diffère, c'est cette accélération. Et en plus, on a l'impression que rien ne semble de vouloir s'arrêter. En fait. Il n'y a aucun signe de voir cette accélération s'arrêter un jour. Là, il y a une autre économiste sud-américaine, qui est Carlota Lopez, qui indique qu'une révolution comporte 3 phases. Une première phase d'installation, on voit les premiers acteurs disruptifs sur la manière dont on avait à travailler. On peut se rappeler par exemple de l'arrivée de Napster. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'était Napster, mais voilà, donc ça n'existe plus trop bien aujourd'hui, mais c'est ce qui a bouleversé toute la notion et toute l'industrie de la musique. Après, on a vu d'autres arrivées, ce qui forment aujourd'hui les GAFAM, peut-être la version chinoise des Batix. Bref, c'est toute cette arrivée de cet acteur qui disrupte et qui montre un certain nombre de signes de changement. Puis après, il y a la phase pivot, qui est une phase dans laquelle on va switcher complètement de l'ancien monde vers un nouveau monde. Le problème, c'est que, et puis la phase de déploiement, ça y est, on est passé dans l'autre monde et puis il y a une espèce de stabilisation à travers ce monde. La difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est que on est toujours dans la phase pivot et on ne sait pas du tout si ça va s'arrêter un jour. Voilà. Donc, pourquoi je reviens là-dessus? J'imagine que vous connaissiez tous déjà ça. C'est parce que pour moi, c'est toujours important pour comprendre la transformation de l'agilité, d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe et de repartir de l'origine. Parce que, encore une fois, je dis, hein, je rencontre beaucoup de
de gens qui disent oui, l'agilité, mais pourquoi faire? Enfin, pourquoi faire? Mais en fait, voilà, pourquoi faire? Parce qu'on a besoin de s'adapter. Donc, il y a quand même plus de débat en 2021, mais en 2010, on avait ce débat-là. En 2005, on avait ce débat-là. Là, aujourd'hui, quand même, il y a une maturité des entreprises qui disent OK, on a besoin de se transformer. Et même dans l'énergie Hydro-Québec, par exemple, qui est peut-être plus protégée, et les gens d'Hydro-Québec d'ici pourront me le dire, mais est peut-être plus protégé qu'un groupe par exemple, le commerce du détail. Hein, on a vu beaucoup qui sont partis récemment parce qu'il y a une concurrence invraisemblable depuis longtemps. Hein, je dirais presque au début, fin des années 2000, c'était déjà une concurrence assez forte. Ils ont dû devoir se remodeler. Même des groupes comme Hydro-Québec considèrent aujourd'hui qu'il est important de pouvoir se transformer et de s'adapter à ce monde-là. Alors, c'est dans l'idée de s'adapter. Mais j'aurais tendance à dire, pour aller plus loin, c'est bien de s'adapter, mais c'est bien aussi de pouvoir un jour être acteur de cette transformation-là. Donc, en tout cas, pour y arriver, il faut devenir plus agile. Ce qui est intéressant en 2021, c'est qu'on a beaucoup plus d'informations sur ça. Même si, à l'origine, il y a quand même beaucoup de méthodes de réflexion d'agilité qui existent depuis un certain temps. Hein. Le Lean, c'est 1950. Design Thinking, c'est 1970. Même si on a des choses qui existent depuis longtemps, on a aujourd'hui beaucoup plus de maturité là-dessus. Puis si je m'amuse si vous vous amusez à googliser agilité à l'échelle voilà, et grosso modo, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Et nous voilà rassurés. Donc, avec en termes d'agilité à l'échelle, du SAFe, qui est un des leaders du marché mondial aujourd'hui là-dedans, mais il y a du discipline Agile Delivery, du Spotify, du DevOps, DevSecOps, du Nexus, du Kanban, du Scrum, du LeSS. Enfin, il y a un paquet de choses qui existent sur le marché pour nous aider à se transformer. Donc, après, a priori, on devrait tous être contents et tous s'en sortir. Pourtant, le constat étant qu'on n'arrive pas nécessairement à se transformer. Je parle vraiment des acteurs traditionnels qui passent vers un nouveau monde. Mais je dirais même ceux qui arrivent sur le nouveau marché, qui viennent de se construire, cette transformation d'agilité à échelle est complexe. Est-ce que ça vous parle pour l'instant? Est-ce que je voulais dire interactif? N'hésitez pas à m'arrêter, à me poser des questions par rapport à ça. Hein. Merci Serge. Donc, pourquoi, en fait, mais après, maintenant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas si facilement. Et pourquoi c'est difficile et pourquoi ça reste toujours difficile? Parce que quand on a commencé à développer un peu plus ce genre de ces méthodes qui sont arrivées un peu plus nettement à travers Scrum, par exemple, Extreme Programming, des choses comme ça, on a commencé à mettre en place facilement depuis le début des années 2000 ce type de méthodologie. Et pour autant, en 2021, on est toujours dans la difficulté de les mettre en place. Alors, le premier défi que moi je souligne, c'est que le monde que nous avons aujourd'hui n'est pas simplement complexe, il est en plus volatile, incertain, ambigu. Donc c'est le fameux monde VICA, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui doublement rend complexe, ou je ne sais pas comment le dire, cet environnement dans lequel on évolue. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas s'il y en a, mais VICA, c'est un terme qui est emprunté par le milieu des affaires aux académies militaires américaines, en fait, qui utilisaient ce type de procédé pour analyser le terrain avant de potentielles interventions militaires. Et on l'a adapté, le milieu industriel l'a adapté à ce niveau-là. Donc, on est bien plus qu'un monde complexe. Le deuxième défi qu'on rencontre, c'est que on imagine souvent nos organisations qu'on doit transformer sous la forme de matrices simples qui se résument par exemple par une partie de modèle d'affaires, une partie organisation, une partie culture, une partie technologique et sur lesquelles on devrait de manière équitable pouvoir dispatcher notre transformation pour transformer un organisme. Or, la réalité est bien tout autre. En fait, on est bien au-delà d'une matrice à deux dimensions. Et je dirais que là, par exemple, je m'étais amusé à prendre une notion de mind map, enfin de carte heuristique, pour pouvoir représenter toutes les difficultés, les situations qu'on rencontrait dans un organisme pour être capable, par exemple, dans ce cas-là, de pouvoir développer des solutions dans un mode agile.
vous voyez que c'est déjà beaucoup plus complexe que cette matrice à 2 dimensions. Et encore là, j'ai fait cette représentation, mais quelqu'un d'autre fera une autre représentation plus complexe qui ressemblerait de plus en plus à une toile d'araignée. Et de surcroît, quand on rentre dans des entreprises à caractère international, on a en plus un découpage de leurs activités au travers dans le monde entier qui rend encore plus complexe à la définition même de leur organisation. Le troisième défi qu'on rencontre dans ces transformations agiles, c'est qu'on a tendance à vouloir imposer un mode d'emploi compliqué aux organisations et de l'appliquer mécaniquement, alors que justement, l'intention première de l'agilité, c'est de se défaire d'une recette, d'une bonne vieille recette qui marche en fait. Donc, et enfin, un des gros défis aussi qu'on rencontre, c'est la résistance culturelle. C'est clairement un obstacle aujourd'hui à la mise en place de l'agilité dans nos entreprises. Si par exemple une organisation empêche l'autonomie, la responsabilisation, le droit à l'erreur, la transparence, elle a alors tendance, si vous voulez, à étouffer les personnes, à être inventifs, à prendre des initiatives, à passer à l'action et tout simplement à être auto-organisés. Voilà, donc l'idée derrière, c'est que par rapport à des situations complexes, on essaye d'apporter des réponses compliquées, donc ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça va? Vous voyez bien mon écran? OK. Donc, compte tenu de ça, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment peut-on faire si on ne peut pas appliquer sous la forme d'une recette un cadre, voilà, un cadre d'une méthodologie quelconque? Donc, juste avant de parler de la méthode, il faut prendre le point de manière un peu plus holistique de ce qui se passe en fait. Et ça, le modèle de Calvin du gallois Dave Snowden, assez intéressant parce qu'il permet de comprendre que face à des situations différentes, on a des réponses différentes en fait. Donc, si on prend par exemple la notion si on a une situation simple, là, les causes et les effets sont relativement simples à comprendre, relativement connus. Potentiellement, on a aussi un mode d'emploi qui existe qu'on a déjà éprouvé et on est capable de l'appliquer. J'aurais tendance presque à dire bêtement, mais et puis ça va fonctionner. On va répondre à la situation. Je donne comme exemple à faire une omelette. On suit une recette, on va réussir à faire une omelette. Bon. Si mes enfants entendaient ça, ils diraient non, papa, même une omelette, tu sais, tu n'arrives pas à la faire. Mais voilà, mais ça reste quand même relativement simple. Le compliqué, on est encore. C'est-à-dire que là, les causes et les effets sont plus difficiles à faire, à mettre en lien. Par contre, si on réfléchit, si on fait intervenir des experts, des connaisseurs sur des sujets divers, et qu'on peut trouver un certain nombre de situations appliquées, c'est-à-dire on peut créer des processus qui vont, plusieurs processus d'ailleurs, ça peut, pour répondre à cette situation. Puis si on l'applique, on va réussir à répondre aussi à cette situation. Donc, je donne comme exemple, c'est le nouveau pont de Champlain, de Samuel de Champlain, qui, voilà, c'est une situation, c'est pas complexe, c'est compliqué. Quand on arrive dans le complexe, là, on est dans un autre paradigme. On est vraiment plus sur une situation qu'on est capable de répondre par une recette, en fait. Et donc, le seul moyen de s'en sortir, il n'en existe pas de recette et peut-être qu'il n'en existera pas. D'ailleurs, si on est capable de fournir une recette à un moment donné, on se retrouve dans une situation compliquée. Donc, dans ce cas-là, le seul moyen de pouvoir y arriver, c'est d'expérimenter quelque chose, d'observer et de cette observation apprendre et puis de continuer à tourner comme ça jusqu'à trouver une réponse à la situation complexe. Un exemple, par exemple, c'est être parent. Voilà, c'est quelque chose
j'imagine que vous avez tous des amis, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand on a des enfants, on a tous des amis qui ont eu aussi des enfants, puis eux, ils ont fait ça pour leurs enfants, ça a marché, puis nous, ça ne marche pas. Donc, être parent, voilà, c'est vraiment une situation qui est complexe et il faut pour ça expérimenter. Alors, j'expérimente sur mes enfants, je vois ce que ça donne. Bon, des fois, c'est peu probant, etc. Bref. Chaotique, là ça nécessite une action rapide. C'est-à-dire qu'il faut stabiliser la situation et puis après se retrouver dans une situation où on peut à nouveau expérimenter, observer et puis apprendre. Donc, quand on voit l'exemple très clair aujourd'hui, c'est l'arrivée de la pandémie. D'ailleurs, est-ce qu'on est encore dans une situation chaotique? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on est passé dans une situation complexe? Mais l'arrivée de la pandémie, il a fallu prendre des actions. Qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, l'idée c'était de stabiliser pour ensuite commencer à expérimenter, etc. Et voilà. Est-ce que ça vous parle tout ça pour l'instant? Ok. Donc là, si je reviens en fait à l'approche derrière, c'est que ce qui en sort par rapport à ça, c'est que comme on l'a vu, aussi bien le monde dans lequel on est, les organismes sur lesquels on souhaite faire des transformations agiles, on est dans une situation complètement complexe. Le seul moyen d'y arriver, c'est en ayant cette approche agile d'expérimentation, d'observation et d'apprentissage. Et en fait, c'est le nœud de cette présentation que j'ai avec vous aujourd'hui qui m'a fait, enfin, c'est cette conception-là qui m'a fait faire ce type de présentation, puis de l'appliquer aussi au niveau des entreprises que je rencontre. Parce que quand je reviens en arrière au début je ne vais pas vous parler de ma vie professionnelle, je vous rassure, ça va ennuyer tout le monde, mais quand je reviens 26 ans en arrière, où j'ai commencé pour un groupe qui s'appelle Decathlon International, qui est arrivé d'ailleurs au Canada depuis 4 ans, donc qui est maintenant plus connu par les Canadiens, mais à l'époque, ce n'était pas nécessairement connu, mais c'était déjà un groupe international dans le commerce de détail. C'est l'entreprise aujourd'hui, en 95 je parle, c'est l'entreprise aujourd'hui la plus agile à l'échelle que j'ai rencontrée. Je parle de 95, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont continué à avancer. Et pourtant, j'ai travaillé pour des groupes comme Expedia, Voyage SNCF, plein de majeurs dans ces domaines-là. C'est encore aujourd'hui ce groupe-là, en 95, qui était super en avance avec de la responsabilisation des équipes, avec vraiment des notions de petite équipe qui travaillent sur un mode produit, etc., etc. Et pour autant, pendant cette époque-là, on n'avait pas Google d'ailleurs pour aller chercher d'informations sur l'agilité à l'échelle, mais on n'avait pas autant d'informations qu'on a aujourd'hui. Et donc, je me suis posé la question, mais alors pourquoi donc cette entreprise-là? Alors, il y a quand même plusieurs choses que je me pose encore comme question, parce que je trouve que c'est quand même une entreprise de 150 000 personnes. Hein. Ce n'est pas un petit groupe de 10 personnes. Hein. Ça a été un petit groupe de 10 personnes, mais c'est vite monté. Et puis à l'époque, ce n'était pas 150, mais je crois en 1995, ça devait être déjà, on était à plus de 100 000, hein, on était à 120 000 ou quelque chose comme ça, à travers le monde. Et c'est une entreprise qui a su déceler ça. Et pour moi, c'était ça, c'est parce qu'ils avaient cette approche agile, en fait. C'est les gens qui passent à l'action. On est comme dans le sport, en fait. C'est-à-dire que on réfléchit quand même un petit peu, bien que des fois, chez Decathlon, je pense qu'il y a des personnes qui ne réfléchissaient pas toujours, mais il y a ce passage à l'action. C'est-à-dire qu'on va expérimenter, puis on observe, on apprend, puis on continue à tourner. Puis ce passage à l'action, ce qui fait qu'on avançait, on pivotait et on allait beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que c'est souvent, donc si je reviens au plan d'action, si je reviens aujourd'hui à la démarche que j'ai dans les entreprises pour les accompagner en termes d'agilité à l'échelle, un des premiers points que j'essaye de mettre en place avant d'aller plus loin, c'est justement, enfin c'est tout en même temps d'ailleurs, c'est de pouvoir développer cet environnement, cet état d'esprit agile avec un environnement de confiance pour pouvoir justement laisser exprimer cette approche agile, cette intelligence collective qu'on recherche. Et donc, c'est une posture agile qu'on essaye d'avoir au sein d'un groupe avec des concepts, des choses comme l'honnêteté, être digne de confiance, servant de leader, ouverture d'esprit responsable, engagé, un paquet empathique. Et c'est vrai, pour pouvoir faire vraiment travailler l'intelligence collective et le passage à l'action. Si je vous redonne un autre exemple, j'ai travaillé
il y a 2 ans, je crois, avec le ministère, un des ministères au Québec, sur justement une transformation. C'était un redressement d'une livraison d'un programme sur lequel, en plus de faire ce redressement, on a fait une transformation en agilité à l'échelle. C'est un sujet, donc ça c'était en 2018. On a vraiment commencé à faire la solution en 2019. C'est un sujet qu'ils avaient depuis 2015. Ils ont mis 4 ans, pardon, à passer à l'action. Voilà, donc parce qu'ils voulaient être complètement parfaits avant de lancer, etc., etc. Du coup, pendant 4 ans, en plus, il y a un moment donné, comme il y avait un redressement, ils étaient perdus dans la livraison. Pendant 4 ans, il n'y a pas eu ce passage à l'action. Voilà. Alors qu'un groupe comme Decathlon ou un groupe comme Expedia, des fois même, parfois même, ils prenaient action sans trop réfléchir. Parfois, il fallait leur dire bon, stop, il faut quand même un peu réfléchir à ce qu'on fait. C'était pas toujours le cas, mais ils seraient passés à l'action assez rapidement. Et c'est ça qui était c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, comment faire? Souvent, j'ai cette question-là. Oui, c'est beau ce que tu dis, Franck, mais comment tu fais ça? En fait, à travers l'accompagnement qu'on a sur des transformations en agilité, on est en action aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on va mener, vous allez voir l'approche, on va mener cette transformation de manière comme un projet, en fait, comme une solution plutôt. Et donc, du coup, on va aussi relever ses manches, c'est-à-dire que c'est pas juste un discours que je vais avoir avec les gens, et puis dire, vous devriez faire ça, vous savez, ça c'est bien, et puis ça c'est bien, et puis après, je m'en vais. Non, c'est en plus, je fais partie des équipes pour lancer ces transformations agiles. Donc, on est dans l'action et indirectement, on indique, on essaie en tout cas, je ne sais pas si on le fait bien, j'espère en tout cas, mais on indique une certaine posture qui fait que ça crée une énergie et entraîne les gens vers un certain nombre de choses. Par exemple, créer de la confiance, ça permet aux gens de vraiment de se lancer, puis potentiellement de se tromper, puis c'est pas grave, quoi. Et ça, quand on l'implique régulièrement, réellement dans le quotidien, dans la pratique, eh bien, ça permet de justement de développer cet environnement de confiance. Et puis on voit que ça marche. Et puis quand on voit que ça marche, les gens continuent à faire ça. Ça va? L'autre sujet, c'est ensuite, c'est évidemment, alors ça c'est le plus gros sujet, il faut que derrière ce groupe à transformer, donc ça peut être une entreprise entièrement, ça peut être un groupe dans une entreprise, il faut que ce groupe puisse avoir ce que j'appelle une cohérence vers un objectif commun. C'est-à-dire, on connaît, par exemple, on dit un découpage par produit, par exemple. C'est un peu ce que je dis, moi, c'est de manière générale, il faut qu'il y ait une cohérence commune. Si, par exemple, vous êtes, imaginez, je donne comme exemple une équipe vous avez sur le terrain, une équipe dans le sport, une équipe sur un terrain de soccer, vous voulez former une équipe de soccer pour jouer un championnat de soccer, et que derrière, sur le terrain, vous avez des joueurs de soccer, mais vous avez aussi des joueurs de baseball, vous avez aussi des violonistes, vous avez aussi un scénariste de comics, et qui en plus n'ont pas envie de faire de soccer. C'est toujours plus compliqué de prendre ce groupe-là et puis de l'amener vers et de mettre de l'agilité à l'échelle, etc. Donc le découpage qu'il y a dans les entreprises est super important sur le mode produit, ou en tout cas créer un groupe qui a une même cohérence. Voilà. Et donc, parfois, dans nos interventions, on est directement associé à mettre en place ces groupes. Parfois, on hérite de cette situation-là. Dans ce cas-là, quand on accompagne les gens, on va faire un certain nombre d'actions, mais on va toujours spécifier qu'attention, on va être limité dans telle ou telle action parce qu'on a telle ou telle situation. Mais voici les solutions qu'on amène dans ce cas-là. Mais attention, hein, si ça ne fonctionne pas complètement optimal, ce n'est pas l'agilité qui ne fonctionne pas. C'est parce qu'il y a aussi un découpage qui peut être à revoir, mais c'est ce qui est le plus compliqué. Hein. Prenez Hydro-Québec, par exemple, faire un découpage par produit ou faire un découpage en créant des groupes faire un objectif commun, c'est relativement compliqué. Hein. Mais si je reprends mon exemple de sport avec Decathlon, par exemple, ils ont eu aussi, c'est peut-être plus facile peut-être pour eux parce qu'ils ont pu classer, compartimenter leur groupe par une entité sportive, comme par exemple les sports de raquettes ou les sports nautiques. Ils ont même créé des marques avec cela, quoi. Et donc, je prends dans le tourisme,
de la même façon, on a pu, dans le tourisme, Expedia, par exemple, va compartimenter des groupes sur des notions de transport, avion, train, etc. Des, des groupes sur l'hôtellerie, des groupes sur le package, etc. Donc, ils sont organisés par produit. Oui, il y a une main levée. Dites-moi s'il y a des mains levées, parce que je ne vois pas tout le monde. Oui, je vois Leonardo. Je pense que tu es sur mute, Leonardo. Voilà, c'est moi. Et en fait, je suis nouveau dans le monde de l'agilité, puis j'aurais une question, en fait. Mon Vas-y, expérience, vas-y. c'est avec l'assurance qualité et transformation en ligne, Six Sigma. Puis là, je vous vois parler, puis ma question, c'est par rapport à comment ça se passe les premiers contacts. Vous arrivez avec les projets, avec la transformation agile dans l'entreprise. Comment ça va se passer, en fait? Est-ce que c'est une formation? Puis si c'est une formation, vous allez commencer à parler du sujet, puis d'approfondir les sujets. Ça commence par quel niveau? Est-ce que c'est une formation pour tous les niveaux de l'entreprise ou comment ça fonctionne en fait, ce départ-là? Alors, tu vas voir, tu vas le voir un peu plus par la suite, parce que là je parle vraiment de choses sur lesquelles il faut faire attention et je passe beaucoup de temps pour faire attention. Et après, on rentre un peu plus dans la mécanique, tu vas voir, de l'articulation de la transformation agile. Mais comment ça se passe? En fait, après, j'hérite aussi des fois de situations. Dans le cas d'Ivec actuellement, j'ai directement travaillé avec le chef produit au départ, dès le début. Donc, on a travaillé ensemble, donc je l'ai accompagné, je lui ai expliqué la méthode, j'ai compris son contexte, on a travaillé ensemble pour pouvoir réaliser. Après, je suis parti après, en même temps, je suis allé sur le terrain, alors le terrain virtuel, c'est-à-dire que j'allais rencontrer les équipes, j'allais travailler avec eux, donc les différentes équipes, les différents rôles à travers cette organisation-là, je les ai rencontrés pour travailler avec eux, commencer à travailler avec eux sur la situation. Et puis ensuite, on a décidé de créer une fois qu'il y avait une compréhension de la maturité du groupe en question, que j'étais assuré de l'accompagnement, qu'il y avait un support aussi de la direction. C'est pour ça que je supporte aussi la direction, mais il fallait qu'il y ait typiquement un support par rapport à ça, parce que si je n'ai pas de support, bah après, voilà, il ne se passera pas grand-chose. On a lancé, par exemple, on a fait un kick-off d'agilisation pour expliquer la démarche qu'on allait mettre en place par la suite et expliquer justement ce que je vais vous présenter après, notamment ce qu'on appelle un catalogue d'agilisation. Mais tu as raison de le dire, c'est que parfois je suis positionné dans différents niveaux, voilà, ou sur différents rôles. Alors, donc parfois c'est plus ou moins facile. Parfois j'ai des gens qui ne veulent pas changer ou ils sont dans d'autres réalités politiques. Donc ça, c'est plus compliqué aussi. J'essaie toujours de les amener, mais selon les situations, puis en l'occurrence, chez Hydro-Québec, ça se passe plutôt très bien, hein. Encore une fois, je suis couvert de personnes d'Hydro-Québec qui sont dans la salle, mais ça se passe plutôt très bien parce que les gens aussi sont motivés. C'est-à-dire il y a une transformation agile que l'entreprise a demandé de manière générale. Donc là, le groupe, en l'occurrence pour qui je travaille, ils se retrouvaient à faire cette transformation traditionnelle, et puis du traditionnel, hein, Hydro-Québec au départ, vers de l'agilité à l'échelle. Ça, on leur a demandé ça en janvier 2020. Et puis, paf, pour complexifier la situation, la pandémie est arrivée. Donc, ça a rajouté une couche. Voilà, je trouvais que c'était trop simple d'avoir juste une transformation agile d'une organisation. Il fallait évidemment avoir quelque chose de plus. Et se retrouver dans cette situation-là, donc il y avait une perte en fait, de visibilité de ce qui était de ce qu'ils faisaient. Et quand je suis arrivé dans ce groupe-là, ils avaient déjà, parce que des fois c'est pas le cas, ils avaient déjà des équipes en mode agile avec des Scrum Masters, des Product Owners, etc. Il y avait un certain nombre de choses déjà qui avaient été mises en place, hein. Après, ce qu'il a fallu commencer à faire, c'est d'expliquer justement ce qu'on va voir, c'est que l'agilité, c'est pas juste des équipes de réalisation, c'est aussi une agilité à l'échelle. Et puis comment on va le faire, c'est un peu la démarche que je vais vous présenter après. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quand je vois, ça va? Je ne vois Alors, pas de main levée. Tout le monde semble bien écouté, bien sage. Je crois qu'il y a une question dans les chats. Ah attends un petit coup, oui, Dans les chats. effectivement. Ouais.
J'ai pas ouvert le chat, t'as raison. Il y a deux Merci, questions. Frank. Merci. Il y a deux questions dans le chat. Il y a combien de coachs comme vous il y a chez Hydro-Québec? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si tu as ce chiffre-là ou si tu veux le partager, Franck. Ben, j'ai la réponse. J'ai écrit la réponse en dessous. Ah, OK. 24 pour 2800 employés. Trois Merci, Pierre, défis différents. Bon, ben j'aurais ça pas dit été ça. capable. On est 24, toi, je ne savais même pas qu'on était 24. Mais il y a chez Hydro-Québec une grosse volonté de mettre en place, d'avoir une forte équipe. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui au Québec qui ont autant de coachs agiles pour les accompagner dans la transformation agile. Peut-être que je me trompe, mais j'ai rencontré j'ai des fois des discussions évidemment avec un certain nombre de partenaires. Il y a Rona Lois qui commencent à faire une transformation agile dans leur domaine. Alors, ça part plus des États-Unis. Ils ont déjà fait un certain nombre de choses aux États-Unis. Au Canada, il n'y a encore rien. Donc, ils n'ont même pas d'équipe pour faire cette transformation. Donc, vous voyez, il y a BNC, je pense aussi, Desjardins, je pense que c'est aussi pas mal gros. Hydro-Québec en fait partie, hein, clairement. Je dis ça parce qu'il y a des gens d'Hydro-Québec dans la salle, mais non, franchement, c'est quelque chose d'important chez nous au Québec. Alors, après, ça nécessite de se concerter. Hein. Ça ne suffit pas pour réussir une transformation. Le groupe avec qui je suis, ça se passe pour l'instant super bien. Et pourquoi? Parce que le groupe a envie de se transformer. En fait, ils voient un peu la lumière au sortir du tunnel. Donc, du coup, ils me font assez confiance et on travaille tous ensemble pour pouvoir réussir cette transformation. Parce que le groupe, c'est 10 équipes, par exemple. Sur 10 équipes, quand bien même j'aurais l'intelligence de pouvoir répondre à toutes les demandes de ces équipes-là, ce qui n'est pas le cas, quand même j'aurais cette intelligence, ça n'a aucun sens que je fasse tout seul. C'est-à-dire que c'est vraiment toute l'équipe qui y va et il y a vraiment un support par rapport à ça. Donc aujourd'hui, ça fonctionne, c'est important. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, la maturité des entreprises est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était. Par exemple, ce genre de discussion, honnêtement, je l'avais déjà en 2000-2005. En 2005, chez Expedia, on mettait des équipes Scrum et puis on testait des choses, du pair programming, du extreme programming. On faisait un certain nombre de choses, on travaillait avec les États-Unis. Et pour autant, on se disait à un moment donné, mais tiens, c'est bizarre, ça ne marche pas complètement, c'est pas mal, mais pourquoi ça ne marche pas? On était déjà en train de se dire, oui, mais pour qu'une entreprise soit agile, il faut que quelque part, on la donne cette agilité à l'ensemble de l'organisation. En fait, oui. Donc, quand on en parlait en 2005, les gens nous regardaient avec des grands yeux, pour limite nous traiter de fous et nous envoyer des tomates. Mais aujourd'hui, on a un peu plus de maturité par rapport à ça au sein des entreprises. Donc, une fois alors, quand on a la chance d'avoir un découpage de groupe qui correspond bien à une cohérence vers un objectif commun, d'ailleurs, on peut s'en apercevoir quand on travaille avec ce groupe-là en définissant par exemple un tableau de vision, un vision board. Là, on s'aperçoit si on a du mal à le fournir, à le réaliser, c'est que quelque part, peut-être le découpage est pas complètement optimal. Ensuite, ce qu'on propose, c'est de créer justement ce catalogue de thèmes agilisés. C'est-à-dire qu'on va chercher un certain nombre de thèmes qu'on va travailler ensemble pour pouvoir faire cette transformation agile. Donc, c'est de la même façon qu'on ferait une solution, un produit par exemple, avec un catalogue de produits en partant d'Epic, Feature, User Story ou enfin Story. Par exemple, une déclinaison de ce type-là. On fait de la même chose pour l'agilisation et la transformation agile. Et ça, c'est un des sujets intéressants franchement, qui fonctionne pour des transformations en agilité. Ce catalogue, là, je donne un exemple, par exemple. Ici, c'est un exemple, mais il est adapté évidemment à la situation, à la maturité de l'entreprise, à la culture, au domaine d'affaires. Il est adapté à un certain nombre de choses, mais ce qu'on a mis en place, c'est justement un certain nombre de thèmes sur lesquels on va décliner un certain nombre de features
sur lequel on va travailler en fait. Voilà. Et on crée ce catalogue d'agilité qu'on va utiliser pour mettre en place l'agilité. Je donne cet exemple parce que vous allez voir que en fait, l'idée de ce catalogue, c'est de traiter tous les sujets en même temps. Je reprends un exemple tout à l'heure. Là, comme on discutait avec Annie, je disais que j'ai passé mon temps à parler parce que j'ai donné une formation justement auprès d'Hydro-Québec et des gestionnaires sur l'agilité à l'échelle aujourd'hui. Je donnais un exemple sur c'est pas tout à fait le sujet que je présente là, c'était encore plus adapté sur un certain nombre de sujets, puis c'était toute la journée. Ce que je donnais comme exemple, c'est sans rentrer dans la notion politique de l'affaire de la pandémie, hein, c'est pas mon débat du tout ce soir, mais ce que je veux dire, c'est que si on s'était attaqué, par exemple, à cette pandémie en réfléchissant, OK, on va avoir un thème, ça va être les masques, puis on va travailler sur les masques, comment on les fabrique, quel type de masques, comment on va les distribuer, etc. Puis on commence par ça, puis après on va s'attaquer aux autres thèmes. Ben, avec ça, on ne va pas résoudre le problème de la pandémie. Voilà. Il a fallu aussi s'attaquer à travailler aussi sur un vaccin, travailler aussi sur les structures des hôpitaux pour les accueils actuels. Enfin, travailler sur un paquet, je ne suis pas expert là-dedans du tout, mais travailler sur un paquet de sujets. Et c'est un peu la même démarche, en fait. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut attaquer plusieurs thèmes en même temps pour que ça fonctionne. Et c'est vraiment passé comme ça au sein d'Hydro-Québec, par exemple. C'est que certains sujets qu'on a abordés à tel endroit, par exemple, je ne sais pas, sur les événements, on a réfléchi sur définir un big room, tel que par exemple Hydro-Québec indiquerait, SAFE donnerait par exemple le nom de PI Planning par exemple. On se pose la question de PI Planning. Ça, on avait fait un travail avant sur les rôles et responsabilités en agilité à l'échelle. Ça nous a aidé beaucoup. On a fait un travail sur le Vision Board au préalable. Ça nous a permis de encore mieux réaliser ce big room qu'on a mis en place dans ce groupe. Ouais. Donc, tout est lié en fait pour pouvoir réussir cette transformation agile. Par contre, un catalogue de produits, c'est bien, mais il faut pouvoir avoir un plan. Et comme on dit toujours, l'agilité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de plan. Donc, en l'occurrence, ça c'est un exemple que j'ai proposé auprès d'Hydro-Québec, c'est de se dire, bon, OK, on va se donner des intentions et puis des jalons. Le tout, il faut que ça soit simple et clair, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est se reproduire un planning compliqué, alambiqué, qui ressemblerait à des toiles d'araignée. J'ai déjà vu des situations comme ça, j'ai vu des trucs, des planifications super intelligentes, j'en avais vu notamment dans les jeux vidéo où un directeur technique avait fait toute une planification. Derrière, ça ressemblait vraiment à une toile d'araignée. C'était super intelligent, mais j'imagine certainement faux parce que ce stade, on ne pouvait pas savoir tout. Puis c'était tellement compliqué que de toute façon, c'était impossible à suivre. Et ça ne faisait pas ressortir les idées. Donc, ce qu'on souhaite dans ces intentions-là, ou ces objectifs, c'est de faire ressortir l'idée pour que tout le monde comprenne grosso modo ce qu'on va faire. OK, j'ai compris. Et puis, dans la suite, après, on va commencer, donc on se vise par exemple à un jalon 2, on souhaite aller là, et puis on précise à tout le monde ce vers quoi on va aller. Donc c'est un exemple. Alors j'ai pris ça change tout le temps, mais on s'est amusé, on peut avoir du fun dans nos interventions, même si c'est sérieux. J'avais pris une terminologie de certification de ski au Québec, donc on passe de Châton à Lyon. Alors ça, c'est vraiment J'avais fait la version française, ça avait plu aussi, mais on m'avait dit quand même de traduire. Il y avait Châton, à la place de Châton, c'était Piu-Piu, c'était encore plus rigolo, mais voilà. Et puis on a fait un truc sérieux, hein. Derrière, c'est quelque chose qui était important, mais on peut avoir du recul par rapport à ça. Et en tout cas, c'était clair. Et puis après, par exemple, là, je montre un exemple. Ce sont que des exemples, hein. Exemple de feuille de route qu'on va tenir par rapport à ce catalogue de produits qu'on a séparé en feature ici, commencer à le dispatcher voilà, au sein d'un jalon de 3 mois. Donc, dans le cas d'Hydro-Québec, par exemple, mais je l'aurais pu le faire autrement avec un autre client, un autre groupe d'Hydro-Québec, je me suis dit, ce serait bien de suivre un type d'incrément de 3 mois. Voilà, comme ça, puis on a un jalon, puis de rester stable, fixe sur cette durée de 3 mois, et puis se positionner par rapport aux différents thèmes qu'on s'est dit, et qu'est-ce qu'on va aborder à quel moment, et puis voilà, c'est mon planning. C'est un planning qui ne ressemble pas à un diagramme de grande bien compliqué, mais par contre, c'est clair.
en tout cas à mon sens. Et puis évidemment, ça, je le commente. Et hop, on lance à chaque fois un kick-off, à chaque incrément, pour expliquer la démarche qu'on va avoir aujourd'hui dans l'agilisation de ce qu'on fait. Tous les sujets sont abordés en même temps. Franck, on a une question dans le chat, si tu veux bien. On a Jean-Baptiste qui demande, lorsqu'un client se dit agile, juste pour que ce soit écrit sur le papier, mais qu'elle n'arrive pas à fonctionner comme tel, refus de cérémonie Scrum, pas de compréhension du rôle d'un PO, d'une équipe Scrum, d'une équipe Scrum Master, quelle posture adopter? Moi, c'est la transparence en fait. Je pars un peu du principe où quand j'aborde, quelle que soit la raison pour laquelle une entreprise n'arrive pas à utiliser à bon escient une organisation agile, ce que je fais avec eux, c'est que je leur dis les choses. En fait. Je dis, voilà, avec des solutions, j'explique, enfin, en tout cas, j'essaye d'expliquer et de leur expliquer, attention, là, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que l'agilité ne fonctionne pas, c'est parce qu'on a fait comme ça et comme ça. Voilà, par exemple, un product owner qui n'est pas là, ça arrive relativement souvent. Ou un product owner qui ne prend pas la posture d'un product owner, ou un découpage qui n'a pas été par cohérence, qui n'a pas été. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait avoir un découpage où en fait on est du TI si on prend des projets logiciels, et puis on reste dans une relation client-fournisseur, etc. Donc ça, je vais pouvoir l'expliquer, notamment à travers un catalogue, puisqu'il y a plusieurs thèmes. Je dis, bah voilà, à ce niveau-là, au niveau du groupe acteur, on peut faire. Là, vous ne voyez pas avant, mais il y a toute une notion de maturité qui a pu être analysée avant, et puis de dire, bah, voilà, en termes d'acteurs, bah, la problématique, vous allez le voir après, je monte des couches, il y a des niveaux qu'on a dans l'agilité à l'échelle, c'est de se dire, bah, il y a telle partie, tel rôle qui n'est pas complètement réalisé, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir de la visibilité, c'est d'expliquer ça. Et ensuite, par rapport à ça, cette transparence-là, et puis ça crée de la confiance. Moi, j'interviens en toute honnêteté, quand j'interviens chez un client, je ne suis pas un vendeur, moi. Je n'interviens pas pour faire du business. J'ai pas du tout, et je suis très honnête avec vous en disant ça, je n'ai pas du tout cette approche de faire du business avec mon client. Moi, je ne suis pas un vendeur. L'idée, c'est qu'il ait confiance en moi. Et donc, je vais lui proposer des choses qui potentiellement peuvent me mettre d'ailleurs dehors. Au bout d'un moment, si je ne sers à rien, je ne sers à rien, quoi. Et ça crée cette notion de confiance. Et ensuite, par rapport à ça, les gens vont y aller ou pas y aller. En fait. Mais on va se dire les vraies choses. OK, vous voulez continuer à faire cette situation-là, très bien, mais vous connaissez maintenant les conséquences que ça crée sur une organisation. Si vous voulez continuer ça, moi, je propose qu'on attaque aussi d'autres sujets, mais attention, on n'aura jamais une organisation optimale complètement parce qu'on a tel ou tel sujet sur lequel, vous avez vu, on ne veut pas nécessairement aller pour différentes raisons politiques. Il peut y avoir plein de sujets. Moi, j'ai vu des aspects politiques. Je suis intervenu chez Métro Richelieu. J'avais des gens qui étaient au niveau du marketing, des VP marketing, qui comprenaient très très bien ce que c'était. C'était pour mettre une solution omnichannel. Donc là, on avait tout intérêt à faire de l'agilité à l'échelle, qui parfois pouvait traîner des pieds pour certains sujets parce qu'il y avait une notion politique derrière. Donc la politique, et on voit, rappelez-vous, la résistance au changement, c'est un des sujets qui fait que ça rend difficile les installations de transformation de l'agilité. D'ailleurs, on a un atelier à ce sujet-là le 28 janvier, la résistance au changement. C'est toujours un sujet d'actualité. Oui, oui. Par contre, ce que je constate dans l'agilité, c'est-à-dire que en termes le métier de responsable du changement est compliqué parce qu'il faut qu'ils appréhendent, il faut qu'ils comprennent complètement ce type d'organisation pour être capable d'accompagner aussi les équipes au changement. Et donc, c'est tout un métier aussi qui bouge beaucoup, la gestion du changement. Et puis, moi, je ne suis pas un spécialiste de gestion de changement, mais par contre, on en fait indirectement. Je suis incapable d'expliquer quelle stratégie j'ai pu mettre en place pour faire la gestion du changement. Mais par contre, ce qui est sûr sur le terrain, quand on transforme une organisation d'une façon de faire vers une autre façon de faire avec une posture agile, quelque part, on intervient aussi dans cette notion de gestion du changement. Si je donne un autre exemple, on peut avoir, encore une fois, c'est un plan. Là, c'est un exemple d'une feuille de route, cette fois-ci sur un an, mais qui pourrait être sur 3 ans. Là, je parle encore une fois du catalogue d'agilisation. En même temps, vous voyez, quand je le montre pour une transformation agile, ça indique indirectement que
si on est capable de le faire pour une transformation agile, on est capable de le faire aussi pour une solution qu'on est en train de réaliser. Un produit, une expérience, un service. Ça indique que voilà, voici un exemple finalement indirectement par rapport à un truc concret, c'est-à-dire faire une transformation agile à travers un catalogue d'agilisation. Voici ce que j'ai proposé. C'est-à-dire, bon, lui, on l'a déjà fait, on s'amuse à créer des motos, des devises aussi en parallèle. Donc, la prochaine devise, ça c'est concret, hein, on va le découvrir. Bon, ce n'est pas une information confidentielle, hein, c'est intelligence collective, ça ne vient pas de moi d'ailleurs. Je ne mets rien évidemment d'informations importantes vis-à-vis d'Hydro. Et puis là, j'ai changé, j'ai adapté. Il y a un certain nombre de sujets qu'on va aborder ici, ça, je l'explique. Et puis après, dans l'incrément 3, on va certainement aborder ces sujets-là. Puis on va certainement. Là, je suis de moins en moins précis, en fait. Parce qu'on garde la notion de pouvoir utiliser évidemment l'itération et l'incrémentation qui nous permettent d'avoir un retour d'expérience et de pouvoir adapter. Vous voyez ici mes niveaux, je les ai mis comme ça. Bon, là, dans l'incrément 2, on va essayer de viser le niveau kangourou. Puis je pense que dans l'incrément 3, on va surtout le conforter. Et puis on va commencer peut-être à changer dans l'incrément 4 le niveau tigre. Donc ça, c'est un exemple. Et donc, à travers cette planification et ce catalogue d'agilisation, après on le décompose en plus petites activités. Donc on rentre sur des stories, puis qu'on va dispatcher au fur et à mesure à travers ces différents, en l'occurrence là des incréments, hein, mais encore une fois, il peut y avoir plusieurs situations. Et puis je m'apprêter et si possible co-construire d'ailleurs avec les équipes pour pouvoir faire mes stories d'agilisation ici qui vont répondre à un feature qui rentre dans un thème. Surtout dans l'incrément qui est en cours, en fait, si vous voulez. Et puis, parfois, si je vois que telle story qui était une bonne idée, mais je ne le ferai pas là, je commence à positionner là. Mais je ne vais pas plus loin parce que je vais me servir de l'expérience qu'on va avoir ici pour pouvoir composer la suite. Et avec ça, on a une ligne directrice. Et puis, on sait que l'intention du jalon 1, c'est telle chose. L'intention du jalon 2, c'est telle chose. Et ça, par contre, on cherche vraiment à le viser. Je reviens sur la notion de co-construite. On essaie aussi bien que possible, on parlait de gestion du changement, aussi bien que possible de la co-construire. C'est pour ça que très souvent dans les différents thèmes, je vais quand même faire une présentation, expliquer de quoi on parle, rôle et responsabilité, c'est quoi derrière, qu'est-ce qu'on entend par rôle et responsabilité en agilité à l'échelle. Et après, on va se faire des ateliers pour l'adapter à la situation. Et puis moi, ce que j'aime bien en plus, c'est que c'est créer cette intelligence collective sur laquelle il sort des idées, il sort des choses que je n'aurais pas pu penser tout seul dans mon coin. Et du coup, on va construire cette situation-là le plus possible et contextualiser, c'est là où je reviens à ce qu'on a mis, tous les thèmes qu'on a mis en place, c'est de le contextualiser à l'échelle. Et donc, dans la littérature, ça existe depuis longtemps, mais on l'a vu encore récemment, des explications de ce que c'est une organisation finalement à l'échelle. C'est qu'il y a une partie qu'on pense souvent, c'est la réalisation. Donc, des équipes qui vont réaliser la solution, le produit, le service, l'expérience ici. Donc, ça peut être une équipe, plusieurs équipes qui fonctionnent avec des fonctionnements différents. C'est une vision, c'est-à-dire que par rapport à la vision, on cherche à définir une vision, des stratégies pour pouvoir répondre à cette vision, et puis après de rendre opérationnelle cette vision. Et puis une couche de coordination qui va être chargée de s'assurer de l'alignement des différentes équipes qui travaillent ensemble, surtout s'il y a des dépendances avec d'autres équipes qui appartiennent à d'autres groupes, de s'assurer que la solution de manière globale qui est remplie ici, c'est en alignement avec la vision qui est définie ici, puis de travailler aussi avec la vision pour s'assurer, pour les aider à faire souvent la traduction de la stratégie à l'opération. Et enfin, j'arrive sur la fin tranquillement, je vous rassure, mais l'idée, c'est que par rapport à ça, ce qui donne du sens à ce qu'on fait, c'est des principes agiles. Donc là, j'en sors ici 5, grosso modo, qui est basé sur plein de je ne les ai pas inventés, hein, qui sont repris par plusieurs cadres de méthodologie, qui sont appuyés sur des expériences de terrain. Mais grosso modo, c'est de se dire, on veut une vision globale pour mieux comprendre dans quoi un individu intervient pour savoir comment mieux intervenir, dans quoi l'équipe aussi intervient pour savoir comment mieux intervenir. Donc, là, je fais vite, là, mais il y a un certain nombre de concepts derrière.
L'orientation client, voilà, c'est de plus en plus vrai, mais au début des années 2000, il y avait quelques acteurs qui parlaient déjà client, mais ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde parle de client ou de partenaire d'affaires ou des choses comme ça. C'est plus direct. Mais qu'est-ce que ça entraîne? Ouais, par exemple, je reprends l'exemple de Decathlon. Le siège social, et c'est encore le cas, un des groupes, parce qu'il y a maintenant il y a plusieurs sièges sociaux, mais un des sièges sociaux dans le nord de la France, de cette entreprise-là, c'est donc, rappelez-vous, ils font du commerce de détail dans le sport. Ils vendent des articles de sport comme Nike, Adidas, mais ils font aussi leurs propres produits, Decathlon avec des déclinaisons de marques. Et ils ont donc des magasins physiques et des magasins aujourd'hui virtuels, digitaux. Et le siège social, c'est un grand magasin, un vrai magasin. Et tout autour de ce grand magasin, il y a tout le siège social, où il y a encore, en l'occurrence, c'est ce siège social principal. Il y a 3000 personnes à l'intérieur de ce siège social. Et en tant qu'employé du siège social, quand vous vous rendez au travail, vous devez passer par le magasin. Donc, on est vraiment dans cette culture d'orientation produit, d'orientation client, etc., etc. Donc, vous voyez, ça, c'est il y a longtemps. Mais c'est ça, l'orientation de client, plus on comprend le produit, le client, etc., plus on est à même de lui fournir un produit qui lui correspond. Et puis, ça crée toute une motivation aussi derrière, etc. Le rythme, l'agilité, l'alignement, c'est mettre en mouvement les équipes. Je fais très vite aussi, mettre en mouvement les équipes. Puis comme il y a plusieurs équipes, s'assurer de cet alignement pour que ce mouvement soit efficace. L'évolution continue, bah ça c'est un des principes forts de l'agilité, c'est bénéficier à l'échelle des retours d'expérience. Un environnement favorable, c'est de mettre tout le cadre, parce qu'encore une fois, on revient sur ce qui s'était dit sur la résistance. Voilà, si je ne responsabilise pas les équipes, si je ne leur permets pas d'être créatifs, d'être autonomes, etc., ben, je ne crée pas cet environnement-là et tout ce qu'on aura fait avant ne servira à pas grand-chose. Donc, voilà. Avant de finir, je rappelle que quand on fait une transformation agile, en fait, c'est une révolution sur lequel, bon là, je reprends mes exemples de niveau, mais on pourrait avoir plusieurs phases où on va transformer un type d'organisation vers un autre type d'organisation, tout en livrant ces solutions justement qui sont du partenaire. Quand c'est fini, c'est pas fini en fait. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus en révolution, mais on est en évolution. C'est-à-dire qu'on va, la problématique, rappelez-vous, on est dans une complexité autour environnementale, et donc on est en permanence en évolution pour continuer justement à évoluer par rapport à ce qui est complexe. Là, ça, souvent, c'est un message que je dis. Nous, quand on fait du coaching, moi, mon idée, c'est pas de pousser la barre ici, c'est plus vite les équipes sont auto-organisées et plus vite je ne sers à rien. Et c'est vraiment, c'est un motto, je pense vraiment, c'est dans l'idée de ne pas se rendre indispensable auprès des équipes. Il faut que les équipes puissent être auto-organisées. Et puis encore une fois, avec le groupe avec qui je suis, si je devais faire tout seul, quand même je serais capable, ça ne marcherait pas. Et heureusement, ce sont les équipes qui mettent en place un certain nombre de choses. Bref, pour résumer, donc pour reprendre un peu la philosophie que je disais, comment faire, il faut un zeste de construction et de simplicité, un iota de cohérence et de groupe et de solution vers un objectif commun, ça c'est super important, parce que si on ne l'a pas, c'est difficile. Une pincée de thèmes à agiliser depuis un catalogue, un brin de tout en même temps, étape par étape et autour d'intentions. Et puis, surtout, contextualiser à l'échelle en s'appuyant sur les principes agiles. Mais enfin, et je dirais encore une fois, tout ce que je viens de dire avant, ce sont des approches, ce sont des méthodes qui aident vraiment à faire des transformations agiles. Mais je reprends l'exemple que j'ai utilisé beaucoup aujourd'hui, Decathlon n'avait pas tout ça, et pour autant, mais par contre, ils avaient ça, expérimenter, observer, apprendre, et ils tournaient vraiment comme ça, et ce qui faisait qu'avec une posture agile, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils avaient réussi à développer cette agilité à l'échelle de l'organisation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vois des gens qui applaudissent. Ben moi, je dirais, dis-moi si tu es d'accord, Franck, des questions, même peut-être si des gens veulent partager des éléments de transformation qui ont vu ou qui ont vécu de leur côté. Je vois une question ici dans le chat. Il y a Fabien
qui dit « Est-ce qu'il y a des transformations auxquelles tu as participé ou vu qui ont échoué? Si oui, est-ce que tu procéderais différemment aujourd'hui et pourquoi? » C'est quand même c'est la question qui tue. Oui, en fait, clairement, il y a des. En fait, souvent, quand des transformations. Alors, il y a toujours des quick wins qui fonctionnent quand même. Hein. Il y a toujours des choses qui fonctionnent, je trouve, en tout cas. Quand, par contre, à l'échelle de l'organisation, quand ça ne fonctionne pas, il y a plusieurs raisons. Une des raisons qui ne fonctionne pas, c'est soit mon positionnement, par exemple, n'est pas au bon niveau. C'est-à-dire que je n'ai pas un support, par exemple, d'une direction par rapport à un certain nombre de choses. Et ça, c'est mort. On a beau avoir une certaine expérience, etc., etc. S'il n'y a pas un support d'une organisation par rapport à ça, il y a toujours, parce que ça brasse. Hein. Vous voyez, quand on fait, l'idée, moi, c'est tous ensemble, on est dans le même bateau et on travaille ensemble. Moi, c'est vraiment cette philosophie-là. Mais malgré tout, quand on travaille, par exemple, sur les rôles et les responsabilités, bah, ça brasse. Hein, quand on dit un product owner, bah ouais, tu n'es pas tout seul, on va t'aider, mais on est encore une fois tous dans le même bateau. Mais c'est toi qui es finalement le responsable du backlog. Bah, ça peut potentiellement poser un certain nombre de problèmes. Donc, il faut un support. Donc, quand ça n'a pas marché complètement, ça a pu être à cause du support derrière qui n'y avait pas. Ça, c'est le premier point. Puis après, il y a beaucoup d'aspects politiques aussi. J'ai eu le cas où il y a des freins politiques parce que justement, potentiellement, ça peut indirectement mettre en péril un certain nombre de personnes qui se sentent moins à l'aise sur ce type d'organisation. Ils avaient l'habitude de fonctionner autrement. En plus, ça peut mettre comme information de dire, mais ce n'est pas le cas, mais de dire peut-être qu'avant ça ne marchait pas. Ce n'est pas ça qu'on dit. Hein. Aujourd'hui, on dit, oui, le monde est beaucoup plus complexe, donc il faut peut-être changer de son type d'organisation. Puis honnêtement, l'agilité, c'est fun. Mais il y a des gens qui ne le perçoent pas comme ça. Donc là, oui, ça peut être difficile. Donc, il faut une maturité dans l'entreprise. On ne peut pas y arriver tout seul. Il y a Patrick qui a mis dans le chat « Nous sommes en transformation agile depuis 1 an, mais il ne semble pas qu'on a encore beaucoup de patterns hiérarchiques et politiques. Combien de temps peut-on espérer voir le shift dans les habitudes? » Alors, je vais faire ça, je dirais aucune idée en fait, parce que encore une fois, s'il y a une volonté de ne pas vouloir le faire, parce que j'ai vu souvent, moi, depuis que je travaille, des fois on est venu me chercher pour vraiment bousculer des choses, et puis une fois qu'on arrive, tout en cherchant à bousculer les choses, les gens ne veulent pas bouger. Ah ben non, on ne va pas faire ça parce que ça va changer ça. Ah ben non, on ne va pas faire ça parce que ça va changer. Et donc, du coup, des fois, moi, je pose la question, mais alors pourquoi vous êtes venu me chercher? Si on ne doit pas bouger, je ne sers à rien, en fait, quelque part. Et donc, en fait, c'est la volonté. Ça peut être rapide. Alors, ça dépend de la grandeur de l'entreprise. Ça dépend à combien il y a d'équipes. Ça dépend du découpage qu'il y a pu y avoir. S'il y a un découpage qui n'est pas complètement par produit, par exemple, ça peut être plus long. Ça dépend aussi de l'engouement des gens à vouloir changer, en fait. Mais sur une grande entreprise, on parle, je ne sais pas, tu pourras me dire, Pierre, tu es là, mais on parle de plusieurs années. On imagine qu'Hydro-Québec va réussir sa transformation agile sur plusieurs années. Hein. Exactement, on est à 18, puis on est d'accord nous aussi. Hein? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Moi, j'ai un délai ici. Est-ce que ça répond à la question? J'avais la main levée aussi. Et ton son n'est pas super, mais on t'entend quand même, mais parfois ça grésille un peu. Okay. Moi, est-ce que ça va? Je peux continuer à parler? Ou t'as fini? Frank, à la question un petit peu plus tôt, Jean-Baptiste. Parce que je voudrais un parallèle qu'on a vécu ensemble avec quelque chose qui ressemble à la question lorsqu'un client se dit agile, hein, et s'il écrit juste pour que ce soit écrit sur le papier. On a eu l'expérience ensemble d'un chef qui s'appropriait son nouveau rôle. Il était plus dans une culture ou dans une expérience de command and control. Il avait entendu parler un peu d'agilité. Oui, l'agilité, c'était d'avoir des places qui montraient des centaines de backlog à quelque part, puis il y avait un certain focus là-dessus pour lui. Mais je pense que c'est un travail remarquable d'accompagnement que tu nous dises, que tu nous parles des 2-3 premières démarches que tu as
par lui pour l'année. Moi, je sais que le travail que tu as fait, il a été appliqué, mais c'était quoi les deux premières démarches qui répondraient peut-être à la question de notre ami tantôt, les démarches d'accompagnement? C'est une belle réussite, ça. Ouais, merci. Le point, c'est que le groupe dans lequel j'étais était en maturité suffisante pour dire on a perdu la visibilité de ce qu'on est en train de faire. Donc, on a besoin d'aide, en fait. C'était ça. C'était plus dans cette démarche, bon, mets-nous un peu d'agilité, comme ça, on aura écrit agilité, puis basta, puis on est content avec ça. Là, il y avait une vraie volonté du groupe de se dire on n'y arrive pas, on arrive plein de choses, mais on a perdu cette visibilité, donc on a besoin d'aide. Et puis, moi, je leur rappelais aussi le challenge qu'ils ont eu, encore une fois, hein, transformation agile, bah, c'est compliqué. Création d'équipes, hein, il y a eu des nouvelles équipes qui sont arrivées au fur et à mesure. Et puis, en plus, pandémie qui est arrivée. Donc, c'est compliqué, ça se fait pas comme ça. Mais à partir de là, ce qu'ils voulaient, c'était qu'il n'y avait pas un positionnement politique, justement, de ce groupe-là, de se dire, moi, mets-moi juste agité, mais moi, je ne veux rien changer dans mon activité. C'est juste que je veux qu'on puisse avoir mis des équipes agiles. Et puis voilà, je suis content que ça. Non, il y avait vraiment un problème de fond, c'est-à-dire qu'on a perdu la visibilité et puis les équipes commençaient à être saturées, fatiguées, etc. Donc, c'est un peu cette volonté. Mais je rejoins la question. Effectivement, c'est pour ça que je parle souvent de l'agilité à échelle parce que il y a des groupes qui ont voulu changer en disant on va mettre des Scrum Masters, on va mettre des Product Owners, des équipes agiles qui font partie des équipes agiles. Et puis voilà, et puis ça ne marche pas, évidemment, parce que ce n'est pas à échelle. Parce que, donc à ce moment-là, tu commences à leur dire ouais, mais parce que l'agilité, c'est aussi vous, quoi. C'est aussi vous, les managers des groupes. C'est aussi, vous voyez, il y avait la couche de coordination, la couche de vision. Et puis, bah non, moi, je ne vais pas changer ma façon de travailler, c'est juste les équipes de réalisation. Et donc, dans ce cas-là, on leur dit, bah, oui, très bien, mais vous ne faites pas de l'agilité. Ça ne marchera pas. Ça ne suffit pas pour faire de l'agilité au niveau d'une organisation. Donc, c'est cette volonté. Et si ça fonctionnait chez Hydro-Québec, c'était vraiment la volonté du groupe, en toute honnêteté. C'est sûr qu'on a amené des bonnes idées. Le catalogue d'agilité, c'est une invention, hein, quand même. Tapez ça sur Internet, je ne suis pas sûr que vous trouveriez quelque chose là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça existe. Mais par contre, c'était une vraie volonté du groupe de vouloir changer et puis de s'en sortir. Donc, c'est un bon groupe, en fait. Je suis tombé sur un bon groupe. Il y a Serge qui a une question, je trouve un peu en lien avec ce que tu dis en ce moment d'agilité à l'échelle. Serge demande, est-ce que l'utilisation d'un projet fort est une bonne approche pour démontrer les bienfaits? Note, projet hors TI. Alors, et encore une fois, ce que je dis là, ça marche pour tout. Hein. Je veux dire, ça marche pour du stratégique, ça marche pour des projets qui soient globalisants avec peut-être derrière du système d'information, mais de la supply chain, de la production, ça marche pour tout. Mais je dirais, il y a un juste milieu. C'est-à-dire que le projet phare, on a une force de frappe. Ça, c'est super intéressant. Moi, j'aime bien quand on est dans des projets phares parce que ça permet de mettre en avant un certain nombre de choses et puis on a une écoute beaucoup plus forte parce que les gens n'ont pas envie de se planter là-dessus. Versus, des fois, on m'a dit, bon, on va y aller par étapes. Tiens, on va commencer par un petit projet qu'on va mettre en agilité. Moi, je dis, attention, rappelez-vous, hein, vous avez vu, il y a plusieurs sujets qu'il faut prendre en ligne de compte. Sur un petit projet, on va peut-être pas avoir ces plusieurs sujets et potentiellement, on risque de se planter en agilité parce qu'on n'est pas dans le bon cadre, on n'a pas de product owner, par exemple, je dis n'importe quoi, on n'a pas un découpage qui va bien, etc. Donc, c'est mieux quand même d'être effectivement sur quelque chose qui est porteur. Par contre, attention, c'est dépendamment de la maturité de l'entreprise. Si sur un projet phare, on fait en même temps une transformation phare, ça peut être un double, et que les gens ne sont pas motivés, ça peut être compliqué. Voilà. C'est intéressant. Je ne vois pas pour le moment de nouvelles questions Henri, dans le chat. Ah, il y a Henri, oui, qui nous Henri, fait tu as une question? Oui, c'est comme une question observation. Ce que je remarque, c'est que souvent dans les niveaux supérieurs, c'est là où il y a le plus de résistance à la transformation agile. C'est souvent ce qui arrive, c'est comme, ouais, OK, l'agilité, c'est bon pour les devs. Je résume ça comme ça. Et je crois percevoir que c'est parce que si on veut transformer les niveaux supérieurs, c'est qu'on va leur enlever quelque chose. Et puis, c'est probablement pour ça qu'ils résistent. On leur enlève le contrôle, on leur enlève, etc. Ça marche. Ça, pour moi, on va tomber encore une fois dans un échec, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut leur offrir
pour les convaincre dans ce temps-là? Parce que tu as dit plusieurs fois, Franck, que si les niveaux supérieurs ne sont pas dedans ou s'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Mais justement, comment on fait pour transformer ça? Encore une fois, si la personne ne veut pas, c'est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Donc, si la personne ne veut pas y aller, ça ne marchera pas. Mais la première réussite, c'est d'être en direct avec cette personne-là. C'est-à-dire d'intervenir déjà avec ces groupes-là, avec ces groupes, même si on va descendre, parce qu'on fait l'agilité à échelle, c'est d'aller partout, mais il faut pouvoir avoir un support de ce groupe-là. Donc, c'est de pouvoir avoir une communication avec eux. Et c'est de mettre en avant un certain nombre de choses. Comme je disais, d'être transparent. Ce qui fait, je pense, la différence, c'est que de mon côté, moi, là, je suis coach agile, hein, Pierre le sait, je suis coach agile chez Hydro-Québec, mais finalement, moi, c'est la première fois que je suis coach agile. En fait, je fais de l'agilité depuis j'ai la chance d'être tombé dans une entreprise qui faisait ça déjà il y a 26 ans. Et donc, du coup, j'ai suivi un certain nombre d'acteurs importants qui sont développés là-dedans. Donc, je suis dans la livraison, en fait. Je travaille aussi bien dans le stratégique que dans l'opérationnel, au niveau business que autour des systèmes d'information, enfin, voilà, que d'animation d'équipe, etc. Et donc, quand on accompagne des managers, il faut avoir une certaine pertinence. Je ne sais pas si je l'ai, mais par contre, quand je raconte des trucs, les gens vont quand même un peu écouter. Alors, ils peuvent me dire, Franck, tu me casses les oreilles, t'entends, mais quand même, ils vont écouter parce que je l'ai fait, en fait. Voilà. Et je pense que dans le coaching agile à l'échelle, il faut, j'aurais tendance à dire, naviguer entre les deux mondes. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je fais quand même du coaching chez Hydro-Québec de terrain. C'est-à-dire que je fais de l'accompagnement aussi, on réfléchit stratégique, mais je suis aussi avec les équipes. Mais j'aurais tendance à dire que je naviguerai prochain mandat, je ferai peut-être un peu plus de la livraison directement en mode agile. Ouais, c'est d'alterner tout ça parce que sinon, comment voulez-vous accompagner un manager qui a une expérience? Il va dire, ouais, mais toi, Franck, t'es sympa, mais tu ne comprends pas ce que c'est la livraison, quoi. Tu ne comprends pas ce que c'est la stratégie, tu ne comprends pas ce que c'est le business. Tu me dis des bonnes phrases que tu as répétées en lisant un article sur le net, mais voilà, tu n'as pas de pertinence. Donc déjà, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir cette pertinence. Et pour avoir cette pertinence, il faut l'avoir pratiquée. Comme en sport, hein. Si je veux enseigner le tennis à quelqu'un et que je n'ai jamais joué au tennis, bon, moi, je peux lire des trucs sur Internet, je peux regarder des matchs à la télévision, puis je vais dire des trucs, mais le gars qui joue au tennis, il va me dire à un moment donné, il va bien voir, il va me dire, qu'est-ce que tu racontes, Franck, là? Donc, c'est ça. En fait, c'est comme ça. Mais après, je le redis, si la personne ne veut pas changer parce que effectivement, elle va être tendue par rapport à son positionnement, il faut qu'il y ait une volonté d'entreprise aussi derrière. C'est-à-dire qu'une stratégie, il faut que ça soit une stratégie d'entreprise globale. Hydro-Québec, c'est ça, hein, Pierre, tu me diras aussi, mais Hydro-Québec, c'est une vraie volonté stratégique de la haute direction d'aller vers une transformation agile. Donc, quelque part, voilà, s'il y a des gens qui font de la résistance, ils se disent, c'est quand même, ça vient de là-haut, là. Même les managers, ça vient de encore plus haut. Donc, je pense que ça, c'est une clé de succès. Si ça vient, ouais, c'est important pour moi, c'est le bottom-up et le top-down. C'est-à-dire que les deux fonctionnent. C'est-à-dire qu'il faut avoir une poussée de la base pour faire avancer les choses, parce que la haute direction, ils n'ont pas des idées sur tout, hein. Ils font un paquet de choses. Notre patronne, Sophie Brochu chez Hydro-Québec, je ne suis pas certain que ce soit la spécialiste en agilité. Elle ne peut pas. Elle fait plein d'autres choses super, super incroyables. Elle a besoin d'avoir des gens qui lui donnent de l'information pour allumer sur des directions qu'elle va prendre. Mais après, si il y a une volonté globale de l'entreprise, ça vient du top-down. Et donc ça, en l'occurrence, c'est facilité chez Hydro-Québec parce que c'est vraiment le cas. Mm-hmm. Ça aide. Voilà. Si mais le groupe, encore une fois, le groupe avec qui je suis, ils sont super positifs. Donc, il n'y aurait pas eu ça, je pense qu'il y allait quand même. Si je peux faire du pouce, Franck, sur ce que tu dis, on a une nouvelle communauté de pratique chez Agile Montréal qui s'appelle Leader Agile, qui s'adresse justement plus spécifiquement aux managers. Donc, s'il y en a parmi vous dans vos organisations que vous pensez que ça peut être une communauté de pratique intéressante pour des managers que vous connaissez, je vous invite à les diriger vers ça. Puis justement, la semaine prochaine, mardi prochain, on a un événement qui s'appelle « Suis-je un gestionnaire agile? Auto-évaluation ». Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent subtilement envoyer des messages à des managers qui sont peut-être plus résistants ou quoi que ce soit, bien, en tout cas, les gens qui vont animer la communauté de pratique vont être là justement pour peut-être leur donner des cues, comme on dit. Mais tu vois, quand je parlais de la posture agile, j'en ai parlé évidemment un peu rapidement.
la posture agile, c'est ce qui est important. Donc, on parle de servant leadership. Et donc, ça vient beaucoup du manager pour pouvoir transcrire une façon de faire au sein d'un groupe. Ça, c'est clair, c'est moteur. Mais en fait, il faut que ça vienne de tout le monde aussi, quoi. Moi, je dis, ce n'est pas juste aussi des managers qui doivent avoir une posture agile, il faut que ça vienne aussi de tout le monde. Ça aide quand on a les managers. C'est-à-dire que si on n'a pas les managers qui ont une posture agile, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué de reproduire ça. Mais il faut que tout le monde… parfois, on fait des formations pour les gestionnaires de savoir. Par exemple, on en donne, nous, chez le Vio Président au Québec, on fait des formations pour les gestionnaires. Mais des fois, je lui dis, mais il faudrait pouvoir en donner aux Scrum Masters les mêmes, il faudrait pouvoir en donner aux développeurs, aux analystes aussi pareil, parce que finalement, il y a des concepts qui sont super intéressants et puis il faut qu'ils comprennent la vision globale de là où ils intègrent, quoi. Donc, c'est super important, cette posture agile. Mais c'est clair que le management, c'est eux qui vont donner l'étincelle, quoi. Je suis dans le chat, je n'ai pas vu de nouvelles questions, mais s'il y en a qui veulent justement prendre la parole, intervenir, il nous reste quand même quelques minutes avant la fin, donc je vous invite à vous démuter et à poser votre question ou à faire part de l'information que vous voulez nous partager. J'essaie de vérifier sur les caméras s'il y a quelqu'un qui… C'est Catherine. Moi, j'aurais juste pour faire du pouce sur la dernière question, à savoir comment convaincre un gestionnaire. Des fois, c'est juste intéressant d'y envoyer des cas vécus. S'ils peuvent commencer à lire des cas vécus, en tout cas, il y en a une panoplie, il y en a vraiment plein. Même sur le site Safe, là, dans les petites références dans le site Safe, par exemple, là, il y en a. Puis je suis sûre que si vous demandez à notre organisation Agile Montréal, je suis sûre que peut-être même que vous pourriez en référer. Mais d'abord, il faut comme donner la piqûre à la personne qui ne sait pas tout le potentiel que ça a. Puis ça fait tellement longtemps maintenant que ça existe que, comme Franck te l'a dit en entrée de jeu, l'agile, c'est pas juste une mode, là, ça va rester, là. Fait que c'est aussi bien d'aller mieux. Bien, par rapport à ça, justement, plus tôt cet automne, on avait eu une conférence qui était vraiment les gens d'un organisme paragouvernemental qui s'appelle la SOCIGE, qui sont venus nous présenter, eux, leur transformation agile. Puis vraiment, ils ont commencé petit à petit, puis avec les défis que ça a amené, mais aussi les bénéfices que ça a amené. Puis, tu sais, des fois, quand on parle à des managers, il y a beaucoup de… Comment je pourrais dire ça, d'indicateurs qui sont importants. Puis, de leur côté, il y avait vraiment comme une super grande augmentation au niveau de la productivité du nombre de dossiers qu'ils traitaient. Donc, c'est sûr que ça, pour les managers, je suis certaine que ça peut les interpeller, des exemples concrets avec des résultats concrets aussi. Je ne sais pas, Franck, si tu es d'accord avec moi. Oui, non, tout à fait. Le seul bémol que parfois je fais avec les exemples concrets, parce que des fois, j'en ramène auprès pour expliquer un certain nombre de choses. Parfois, ça agace. Je me suis rendu compte que des fois, je faisais attention parce que les gens disaient « Ouais, mais arrête de nous parler les exemples que j'ai vécus ou que j'ai rencontrés, que d'autres personnes m'ont raconté. » Dans l'idée toujours d'appuyer, de dire que ça marche. Voici comment c'est fait ailleurs. Parfois, il y a certaines catégories de personnes que j'ai pu remarquer qui étaient agacées de ouais, mais non, mais arrête de parler du passé. Je ne parle pas du passé, je parle d'un exemple de concret, mais j'ai déjà eu ces conversations-là. Donc, je fais attention, j'essaie de mêler, de faire attention parce que l'idée, c'est pas de raconter sa vie, c'est de pouvoir justement dire voici. Et moi, j'aime bien les expériences, j'adore écouter les expériences des autres, mais voilà, tout le monde n'a pas ce profil-là. Oui, effectivement. Bon point. Et ouais, non, en tout cas, c'est intéressant, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'il est en permanence évolutif. Quand je disais l'évolution permanente, vous voyez, j'ai fait une présentation aujourd'hui. Dans 6 mois, je ferai certainement autre chose, quoi. J'avais à l'époque, ouais, j'ai vécu une expérience avec McKesson Canada. J'avais travaillé de 2000 à 2005 où on avait mis en place une organisation un peu basée sur ce qu'on appellera aujourd'hui de delivery, discipline agile delivery, avec des concepts de rational Unified process. Et donc, on était quand même assez novateur. Et j'avais rencontré McKesson, tout un groupe de McKesson, je crois que c'était en 2017, on avait fait un 5 à 7, il m'avait invité à cette entreprise, il dit ah, Franck, tu sais qu'on utilise encore ta méthodologie. Puis je disais rien, je dis ça n'a pas de sens, on est en 2017, quoi. C'était entre 2000 et 2005. Alors c'est sympa, hein,
pour moi, mais vous ne devriez pas. Ça évolue tout le temps, quoi. Donc, ça, c'était rigolo, quoi. Et, voilà. Excellent. Wow. Ben, c'est très flatteur, en tout cas. J'ai peut-être cassé un rêve en leur disant ça, mais le monde a bougé, vous savez. Et il s'accélère en plus. Ouais. Bon, ben, je vois qu'il nous reste quelques minutes, donc j'en profiterai quand même pour vous remercier tout le monde d'avoir été présent. Évidemment, remercier Franck d'avoir partagé cette super présentation avec nous. Si jamais il y en a qui sont arrivés en retard, sachez que dès la semaine prochaine, la conférence va être disponible. En fait, je vais la publier sur notre channel YouTube, puis je vais également partager quand ça va être prêt sur des réseaux sociaux. Donc, si jamais il y en a qui veulent la partager dans leur réseau ou si jamais il y en a qui ont raté un bout au début, je vous invite à la visionner. Donc, merci encore, Franck. Merci à tout le monde d'avoir été présent avec nous ce soir. Puis, comme d'habitude, je vous invite à venir sur notre site web, Agile Montréal, voir c'est quoi les prochains événements à venir. Puis, pour ceux qui veulent, disons, avoir accès à l'information plus facilement, je vous invite vraiment à vous abonner à notre infolettre. À chaque mois, on envoie c'est quoi les événements à venir pour que vous vous inscriviez. Donc, c'est vraiment une manière facile de rester au courant de ce qui se passe chez nous. Donc, Franck, voudrais-tu nous dire quelques mots avant qu'on quitte? Non, mais c'est toujours, franchement, ce que j'aime bien, c'est le partage d'expérience. Et c'est toujours intéressant aussi d'essayer de vous partager quelque chose de mon côté parce que ça m'oblige, moi, à synthétiser les idées, en fait. Et donc, ça me fait faire un travail qui est super intéressant parce que j'ai plutôt un profil qui part dans tous les sens. Donc, de toute ma vie, j'essaie de me focaliser parce que sinon, je partirais en vrille. Et donc, notamment, une présentation, essayer de raconter une histoire, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que ça me permet, moi, d'essayer, en tout cas, d'être plus clair, hein, en tout cas, je l'espère, auprès des partenaires. Et donc, de la même façon, j'ai hâte de voir aussi d'autres présentations et de vous rencontrer en tant que participant cette fois-ci. Bon, au risque d'être vendu, Frank, ça fonctionne très bien, la synthèse. Oui, puis je vois que tout le monde te remercie vraiment pour la présentation, pour la conférence dans le chat. Donc, écoute, c'est un grand merci collectif envers toi. Merci à vous. Merci à vous. Excellent. Donc, écoutez tout le monde. Merci Annie pour l'organisation. Merci à tous. Puis, je vous dis bonne soirée, puis je vous dis à une prochaine fois. J'espère vous revoir bientôt dans un autre événement virtuel pour le moment. Merci à vous. Bonne soirée. Avec des amis gestionnaires. Oui, c'est ça. Mardi prochain. C'est ça.